Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle peut transformer n'importe quelle matière en biocarburant. Rencontre dans Génération Talent avec Alexandra Collin. La jeune doctorante est mise à l'honneur par la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science. Je le mets à l'honneur aujourd'hui, c'est Gaëlle Musquet. Gaëlle, tu as une idée derrière la tech et tu vas nous montrer ce qu'est la relève de nos bons vieux disques durs, les disques SSD. Tout à fait, ces disques remplacent depuis une trentaine d'années nos bons vieux disques durs. On va voir ce qui fait aujourd'hui leur succès, leur rapidité, leur économie d'énergie par exemple. Et on y vient avec toi en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, en France, 47% des gamers sont des gameuses. Oui, mais elles ne représentent encore que 15% des professionnels du jeu vidéo. Alors e-sport, game design, business ou management, comment inverser la donne? Pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Valérie Dmitrovic, vous êtes la directrice générale et cofondatrice de Quest Éducation et vous venez de lancer la déclinaison de votre gaming campus à la Défense à Paris. Vous lirez beaucoup mieux que moi. Oui, tout à fait. Gaming Campus à Paris. Et puis aussi à nos côtés, Chloé Razafi-Trimo, vous êtes étudiante justement au Gaming Campus en deuxième année de Bachelor Management et Business, option jeux vidéo et e-sport. Vous nous direz pourquoi vous misez sur le jeu vidéo pour votre carrière. Bonjour à vous. Bonjour, enchantée. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Mais si, Valérie, si, créer des cellules artificielles capables de capter du CO2 et de la transformer en une matière qu'on pourrait utiliser comme du biocarburant, c'est le projet passionnant d'Alexandra Collin, une chercheuse qui fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeune Talent pour les femmes et la science. C'était au tout début de cette année scolaire. Elle était décernée par la Fondation L'Oréal. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Elles sont 35 à avoir reçu le prix Jeune Talent pour les femmes et la science 2022 décerné par la Fondation L'Oréal. Parmi celles qui ont été primées par cette distinction, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, on retrouve notamment dans la catégorie physique, astronomie et biochimie la chercheuse Alexandra Collin. Dans son étude, la jeune femme promet de décrypter le mystère de la dynamique des architectures intracellulaires. En 2015, elle était encore doctorante en biologie et chimie quand elle a participé à une série de débats organisés par l'École nationale supérieure, là où elle a suivi un cursus scientifique pluridisciplinaire. C'est les découvertes qu'on fait maintenant, elles auront un impact dans 50 ans et qu'il faut y croire et qu'en effet, moi je vois toujours ça un peu comme un truc statistique, il faut 100 chercheurs qui cherchent pour qu'il y en ait un qui trouve le truc qui marche. Enfin, je pense que c'est pas... Mais ils aimeraient bien que ce soit toi. Oui, voilà, c'est ça. On aimerait tous que ce soit. Mais bon, mais c'est un travail collectif aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que même si on n'est pas celui qui met la dernière pierre, on sait qu'on y a participé. Le moteur d'Alexandra Collin dans la vie, faire avancer la connaissance afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux comprendre notamment le vivant à travers le fonctionnement des cellules. La finalité de celle qui a poursuivi sa carrière au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble serait de pouvoir créer des cellules artificielles très utiles pour faire avancer les biotechnologies. Des cellules capables de capter du CO2 et de le transformer en une matière que l'on pourrait utiliser comme du biocarburant, une innovation décidément dans l'air du temps. Des jeunes talents de la science aux jeunes talents du jeu vidéo, il n'y a qu'un pas. On ouvre le talk, première partie. Et pour parler aujourd'hui avec nous de ces métiers du jeu vidéo et de l'orientation justement à pouvoir choisir pour embrasser ses carrières, Valérie Dmitrovic, vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de Quest Éducation. Vous venez tout juste il y a une semaine de lancer le Gaming Campus à la Défense à Paris. À vos côtés, Chloé Razafi-Trimo, vous êtes étudiante justement, ça tombe bien, au Gaming Campus en deuxième année Bachelor Management et Business, option jeux vidéo e-sport. On va y revenir pour comprendre quelle est la proportion de business et de jeux vidéo dans la carrière que vous avez choisi d'embrasser. Je le disais en introduction, cette émission, 47% des gamers sont des gameuses en France. C'est une très bonne nouvelle, sauf que seulement 15% des talents féminins sont des professionnels du jeu vidéo. Comment inverser la donne? C'est la question qu'on va se poser évidemment aujourd'hui. D'abord, Valérie, dans quel métier du jeu ces talents féminins performent le plus? Le business, le management, la création, l'e-sport? Alors, tous les métiers, bien sûr. Les femmes sont douées dans tous les secteurs, la science, la tech, l'art,
le business, naturellement. Simplement, le jeu vidéo est un métier, ce sont des métiers en fait d'excellence, à la fois créatif, artistique et technique. Et c'est ce « et technique » en fait qui pose parfois problème, puisque les jeunes femmes s'interdisent aujourd'hui, à partir d'un certain âge, finalement, de rentrer dans ces métiers tech et pensent qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne pourront pas être développeuses, etc. Or, c'est une idée reçue, totalement fausse, bien sûr. Les femmes sont depuis toujours dans le domaine de la tech. Et comment inverser cette tendance ? Il faut commencer à rentrer au collège et à parler aux jeunes femmes des métiers du jeu vidéo. Et c'est ce que font certaines associations du jeu vidéo, donc Horizon Jeux Vidéo, pas Horizon, Ambition Jeux Vidéo à Lyon, Capital Games, Loisirs Numériques, etc., qui viennent expliquer les métiers aux jeunes femmes dans les collèges. Oui, ouvrir au maximum le champ des possibles. Visiblement, et c'est une très bonne nouvelle, Chloé, vous n'avez pas cédé à l'autocensure pour pouvoir justement vous lancer dans cette orientation des métiers du jeu vidéo. Vous êtes toujours dit que c'était fait pour vous. Fait pour moi, je ne pense pas, mais j'ai toujours voulu travailler dans le jeu vidéo depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un truc, c'était une ligne directionnelle que je voulais garder. Et c'est vrai que Gaming Campus, grâce à cette école, je vois un peu le bout de vraiment pouvoir travailler dedans. C'est assez intéressant. Comment est-ce que vous avez d'ailleurs porté votre choix d'école, d'orientation ? C'est quelque chose sur lequel vous avez eu besoin de faire beaucoup de recherches avant de pouvoir trouver finalement la bonne formation pour le bon débouché ? Alors, pas forcément. Moi, franchement, on ne se dit pas en sortant du bac qu'on va pouvoir travailler dans le jeu vidéo directement. Donc j'ai fait une petite licence de commerce international pendant 3 ans au début. Et c'est compliqué de trouver quelque chose dans le jeu vidéo. Donc j'ai voulu changer et puis changer de cursus. Et c'est là que j'ai trouvé vraiment par hasard Gaming Campus sur les réseaux. Et j'ai fait, c'est parti, on y va. On verra ce que ça donne. Et puis maintenant, aujourd'hui, je me plais très bien. Et justement, ça tombe bien, là aussi, puisque les initiatives se multiplient pour aider justement les candidates au métier du jeu vidéo et à l'orientation dans ces écoles pour pouvoir réussir à trouver le métier et la formation qui leur ira le mieux. Début mars, c'est l'association Women in Games qui crée un filtre TikTok en mode test de personnalité pour aider les filles à découvrir quel métier justement du jeu vidéo est fait pour elles et aider à choisir ces formations sur, tiens donc, Parcoursup notamment, regardez. T'es passionné de jeux vidéo et tu cherches vers quel métier t'orienter ? Teste ce filtre qui te donnera le métier du jeu vidéo fait pour toi. C'est important d'aller chercher ces futurs talents où qu'elles se trouvent, Valérie, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit même LinkedIn pour des lycéens et des lycéennes, c'est le premier endroit où on va aller se renseigner sur son orientation. Oui, tout à fait, je suis d'accord. TikTok, Instagram sont des médias qui sont très appréciés en plus des gameuses, des gamers, des artistes, donc Insta notamment. Donc oui, en effet. Et c'est un endroit qui était important aussi pour vous, Chloé, quand vous recherchiez une formation, une idée d'orientation pour pouvoir aussi aller explorer ces possibles, ces pistes-là. Ça n'a pas été le premier choix, les réseaux sociaux, parce que c'est pas super professionnel, on se dit en premier temps. Mais c'est vrai que comme Gaming Campus a une super communication, ils sont arrivés assez facilement sur mon fil d'actualité. Super communication, à en croire Chloé. Mais c'est intéressant aussi parce que, vous le savez, on est entré dans la grande phase d'admission sur Parcoursup depuis le 1er juin dernier. Gaming Campus a choisi de ne pas, justement, proposer ces formations sur Parcoursup. Si je ne dis pas de bêtises, je n'en dis pas, ça me fait plaisir. Pourquoi faire le choix d'être hors Parcoursup ? C'est peut-être plus simple finalement pour vous pour aller chercher ces talents-là qui doivent avoir peut-être une valeur en plus pour rejoindre le jeu vidéo. Oui, ça nous permet en fait d'avoir des candidats au fil de l'eau et dès septembre, donc ça c'est hyper important. Ça nous permet aussi de garder une liberté pour modifier nos programmes de manière à apporter au secteur du jeu vidéo des profils totalement en phase et adaptés à leurs besoins. Donc vous avez besoin, en fait, si je comprends bien, d'une plus grande agilité, d'une plus grande aussi liberté pédagogique, parce que c'est de cette façon-là aussi que vous allez pouvoir, quasiment en live, modeler les parcours, le cursus, le curricula, pour offrir, encore une fois, le plus possible à ces talents-là. Le secteur du jeu vidéo est en très très forte mutation, c'est très technologique.
On parlait tout à l'heure de l'ordinateur quantique. Voilà, tout ça, ça va aussi modifier pas mal de choses. Donc, il faut rester hyper agile, suivre les compétences qui manquent, qui ont été relevées dans un audit dans le cadre de France 2030 sur la filière jeux vidéo. Donc, nous, on doit rester extrêmement agile, travailler sur les logiciels qu'utilise l'industrie en permanence, équiper nos écoles. Alors, on a des équipements haut de gamme et beaucoup de choses pour nos élèves, mais c'est vraiment un point extrêmement important. C'est ce que vous vivez tous les jours d'ailleurs à l'école, Chloé, dans ce parcours-là, le fait de se dire que oui, quand vous avez choisi d'embrasser la filière business et management avec une option e-sport et jeux vidéo, vous pourriez quand même en cours d'année moduler vos cours, pouvoir passer peut-être de 80% de business et 20% de jeux vidéo à du 50-50. C'est aussi le fait de pouvoir être agile au fur et à mesure de votre parcours. Oui, complètement. On avait eu un exemple il n'y a pas longtemps. En fait, c'est une thématique qu'on nous, élèves, choisissons quand on commence un projet. Si on veut travailler sur une thématique de jeux vidéo, c'est à nous de le choisir. On a dû à un moment donné créer un site internet pour le e-commerce. J'ai des amis qui ont créé un site internet de meubles et pas forcément de jeux vidéo. En fait, c'est à l'étudiant de choisir en fait sa thématique pendant nos projets. C'est toujours mieux de faire une thématique jeux vidéo parce que c'est un petit peu notre école, mais c'est en soi l'étudiant qui choisit sur quoi il veut travailler dans nos projets. Oui, ça peut être aussi un galop d'essai sur un autre secteur et une autre thématique pour pouvoir être encore plus en phase avec le jeu le coup d'après. Ce qui est intéressant, c'est que notamment en revenant sur l'initiative de Women in Game, l'association proposait de découvrir 16 métiers du jeu vidéo, 4 catégories différentes. Ça va de testeur de jeux vidéo à responsable marketing, scénariste, gamecaster, game designer. Aujourd'hui, les métiers du jeu vidéo, c'est une infinité là aussi de possibles. Ok, certains pourront être des athlètes d'e-sport, au féminin ou au masculin, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a énormément de métiers qui viennent apporter de l'eau au moulin du jeu vidéo. Oui, je peux les résumer en 5 grandes familles. Les métiers de la tech, donc développement jeux vidéo, gameplay programmeur, etc., donc le code. Les métiers de l'art, donc artiste 2D, 3D, animateur 2D, 3D, VFX, effets spéciaux, cara design, donc tous ces métiers artistiques. Les métiers du game design, donc créer les niveaux de jeu, le gameplay. Les métiers également du business, donc c'est-à-dire de la production, gestion de projet, et les métiers plus business, support, management, marketing, communication, monétisation, data. Je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal, dites donc. C'est plutôt même assez complet. C'est important pour vous, Chloé, de comprendre comment fonctionne l'ensemble de la chaîne de valeur, d'ailleurs, du secteur du jeu vidéo, pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Oui, c'est important parce que déjà, premièrement, on sait qui doit faire quoi et il n'y a pas de hiérarchie entre les parties. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice et c'est super important de travailler chacun entre nous. Et en fait, on se rend compte avec tout ça que on ne peut pas travailler sans les uns et les autres. On est tout un grand groupe qui, ensemble, font le jeu vidéo en soi. Donc, Gaël ? En gros, sur des sujets, pour moi, sur des filières comme celle-là, c'est important, comme pour la cyber, qui m'est chère, qu'on puisse effectivement articuler différentes compétences, différentes cultures. Là, quand on parle de féminisation de ces métiers, encore une fois, c'est pas pour être politiquement correct, c'est aussi une question de résilience, une question de culture, de diversité, de pouvoir plaire aussi à différents profils de joueurs. Et donc c'est important pour le bien-être de l'industrie de pouvoir compter sur différents types de profils et métiers qui vont s'imbriquer et avoir une chaîne, avoir une fluidité dans la production des jeux. Et on va revenir tout à l'heure à la porosité entre le jeu vidéo et peut-être en autre secteur comme celui de la cyber, qui est cher à ton cœur, tu le rappelais, qui est aussi cher au cœur de Valérie, pour le coup, avec le groupe Quest Éducation. Je voulais d'abord revenir sur ce petit cocorico, parce que l'Agence française pour le jeu vidéo édite une enquête tous les ans où elle va montrer quels sont les métiers en tension ou ceux qui ont la plus grande chance de recrutement au sein du secteur jeu vidéo. Eh bien, figurez-vous que cette année, on a eu droit à un doublement des offres d'emploi en 7 ans dans le secteur du jeu vidéo. En tête de classement des métiers qui recrutent, infographiste, programmeur ou programmeuse ou encore game designer. C'est important quand même aussi pour Quest Éducation que les autres métiers comme celui auquel se destine Chloé soient aussi mieux mis en valeur sur le jeu vidéo.
Ah oui, bien sûr, c'est très important de valoriser cette filière d'excellence et toujours dans le cadre de France 2030 avec des gros budgets d'investissement pour faire de notre industrie française toujours une industrie de pointe, d'avoir une part de marché qui augmente par rapport au marché mondial. Donc ça, c'est très important. Je voudrais redonner quelques chiffres complémentaires parce que c'est hyper important aussi. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est 196 milliards de dollars, mais c'est une croissance très importante. On dit en moyenne 8% dans les années à venir, donc c'est x2 en 2030. Donc on atteint environ 370 milliards de dollars. Donc c'est aussi gros que la cyber. Bon, la cyber ira sans doute encore plus vite, évidemment, mais voilà, c'est deux marchés importants. Et surtout, ce qu'il est à noter, c'est que d'ici 2030, on va avoir besoin de 23 000 nouveaux collaborateurs dans ce domaine. Et collaboratrices. Voilà, et collaboratrices, bien sûr, au sens large. Bien sûr. Et donc c'est le moment ou jamais de pouvoir se lancer dans ces orientations et de mieux comprendre encore une fois à quoi correspond l'ensemble de ce secteur. 23 000 talents rien qu'en France d'ici 5 ans. Ça veut dire que pour des écoles comme vous qui forment à Bac plus 2, 3, voire même Bac plus 5, ça démarre maintenant les recrutements. Oui, bien sûr. Mais alors, beaucoup de talents, bien sûr. Là-dedans, c'est environ 16 000 étudiants en formation initiale. L'enjeu, c'est de bien former les étudiantes et les étudiants pour répondre justement aux enjeux et aux manques en compétences de l'industrie du jeu vidéo qui sont très bien identifiés aujourd'hui. Émerge notamment la cyber. C'est ça que c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, mais voilà, c'est très important de former de manière qualitative et pointue. On a besoin de quoi concrètement comme talent pour faire avancer l'industrie du jeu vidéo? Vous parliez de compétences et de qualités qui peut-être manquent encore un petit peu. C'est quasiment du business, du juridique, c'est surtout ce type de métier-là? Alors, c'est surtout de la tech. Donc, gameplay programmeur, par exemple, ingénieur C++, mais c'est aussi le domaine de l'art, animateur 2D, animateur 3D. Business, il n'y a pas de pénurie, mais il y a des besoins constants en gestion de projet, en marketing, en communication, en monétisation. Donc voilà, ça, c'est des métiers qui manquent. Et après, sont des savoir-être aussi qui manquent. Donc un esprit collaboratif, travailler super bien en équipe, avoir une intelligence sociale. Donc ça, ce sont des qualités importantes recherchées dans cette industrie où tout le monde travaille ensemble. Le jeu vidéo, Chloé, pour vous, c'est un business, c'est un marché comme un autre, où il a quand même des spécificités qui font qu'on ne le choisit pas par hasard. On ne choisit vraiment pas par hasard. Il faut être depuis un moment, tu ne peux pas te réveiller et te dire « Oh, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo ». Parce que c'est comme plein de thématiques, on ne peut pas y aller sans y connaître quoi que ce soit. On est perdu assez rapidement, c'est comme la mode. On ne peut pas s'habiller tous les jours à Decathlon, on se dit je travaille dans la mode et je vais être un cadre. Ils font des trucs bien, Decathlon. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait que tu voles au secours quand même d'une marque citée comme ça sur ce plateau. On peut citer d'autres marques, il y en a d'autres d'ailleurs. Voilà. Bien sûr. Non, mais en fait, la plupart de nos étudiants au Gaming Campus, on y est depuis qu'on est gamin, on joue aux jeux vidéo, on est passionné à plusieurs types de... Enfin, le jeu vidéo, c'est très large, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'on est tous des passionnés depuis le début, on a une connaissance assez large de ça. Et c'est vrai qu'on est à l'aise dedans et il faut être à l'aise, en fait, avec le jeu vidéo et tout l'espace du jeu vidéo pour bien connaître, pour bien travailler dedans, en fait. C'est intéressant et c'est assez important. Un métier passion dont il faut maîtriser les codes. Est-ce que il y aurait certains codes que vous auriez envie de revoir, justement, Chloé? On a reçu ici, dans cette émission, notamment Afrogameuse, l'association qui fait un travail absolument époustouflant sur la façon dont on peut dégenrer et déraciser les gameplays, notamment de ces jeux vidéo. Est-ce qu'il y a encore, quand même, peut-être quelques valeurs avec lesquelles le jeu flirte un peu trop? Enfin, mauvaise valeur, en l'occurrence. Mauvaise valeur, il en reste encore. Malheureusement, c'est vrai que le jeu vidéo, c'était quelque chose qu'on se dit, c'est juste un jeune étudiant dans sa chambre qui joue toute la journée et qui se lave pas. Mais c'est pas que ça. Et malheureusement, c'est vrai que les gens, ils ont souvent ce préjugé sur ce genre de personnes. Et même les gens dans le jeu vidéo, ils vont avoir ce genre de préjugés. Et c'est vrai qu'on se bat tous les jours, même nous en tant que femmes ou minorités ou autres, pour essayer de changer cette donne. Parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que tout le monde, de toute horizon, joue aux jeux vidéo. C'est pas juste un type de personne.
Absolument. Plus de talents féminins aussi et de candidates dans des écoles comme celle de Quest Éducation et Gaming Campus. C'est aussi changer le jeu de l'intérieur, le révolutionner, lui donner de nouvelles valeurs, être plus inclusif. Bien sûr, là, c'est extrêmement important. L'inclusion, ça permet aussi de proposer des jeux avec des sensibilités différentes. Donc, le non-genré, le féminin, le masculin, tout est important. Et on travaille sur tous ces aspects avec Afro-Gameuse, avec Women in Games, avec Loisirs numériques. Et c'est très important dans nos écoles. Les associations, les écoles qui font donc équipe pour porter haut les nouvelles valeurs du jeu vidéo et les talents féminins. On continue à en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. Reality is... iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, go no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie, ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah, ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie, ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Valérie Dmitrovic pour Quest Éducation et Gaming Campus, cette école justement du jeu vidéo qui a ouvert ses portes pour son campus parisien la semaine dernière à La Défense. Chloé Razafitrimo, vous êtes étudiante d'ailleurs au Gaming Campus, vous continuez à nous parler de votre métier futur, métier passion, le jeu vidéo, management, business, options jeux vidéo et e-sport. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, en tout début de semaine, tu nous parlais des disques durs où on revenait sur 70 ans de saga. Aujourd'hui, ce sont les disques SSD qui donnent un coup de vieux à nos disques durs. Tout à fait, ils sont un peu plus récents, une petite trentaine d'années, et ils remplacent depuis 30 ans, doucement mais sûrement, nos bons vieux disques durs. Alors SSD, ça veut dire Solid State Drive, qu'on pourrait traduire en français par disque électronique ou disque statique électronique. Alors c'est un peu un abus de langage, parce qu'il n'y a pas de pièce mobile en fait dans le SSD, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de truc rond. Ce sont vraiment que des composants électroniques qui sont chargés de gérer les données déjà, qui vont être écrites, qui vont être lues, les transférer aux autres périphériques qui en ont besoin, de stocker, de corriger évidemment ces données, même quand le disque n'est pas alimenté. Il faut que la donnée elle puisse rester évidemment stockée, les effacer, transférer. Et entre aujourd'hui et la préhistoire de l'informatique, en 1978, ces disques qui étaient au début expérimentaux, dans de très grosses machines, plusieurs dizaines, centaines de kilos, ces disques ont évidemment rapetissé, ils sont beaucoup plus petits aujourd'hui, leur capacité a été démultipliée, et ce qui est
encore plus génial, c'est qu'en 30 ans, les prix ont vraiment chuté, ce qui les rend aujourd'hui accessibles à nos ordinateurs portables et nos consoles de jeux. Ça tombe bien. Et quels sont les avantages, d'ailleurs, de ces disques par rapport aux disques durs? Alors déjà, comme il n'y a pas de pièces mobiles, ce sont des appareils qui sont résistants aux chocs et aux vibrations, ce qui n'était pas le cas des disques durs. Rappelez, c'est des disques qui tournent à très grande vitesse, au-dessus desquels on a des têtes qui vont lire. Donc là, quand on est dans un véhicule, quand on est dans un environnement très bruyant avec beaucoup de vibrations, les disques durs ont un petit peu de mal. Là, ce n'est pas le cas. Pour les SSD, on a ces pièces électroniques qui vont évidemment bien résister, beaucoup mieux en tout cas que les disques durs. Ce sont aussi des disques qui permettent d'accéder beaucoup plus rapidement aux données. Sur un disque dur, on est entre 2,9 millièmes de seconde et 12 millièmes de seconde pour accéder à la donnée, selon la vitesse et technologie de ces disques durs. Avec un SSD, on est à 0,1 millième de seconde. Donc, on accède extrêmement rapidement aux données. Et quand on a des milliers de requêtes par seconde pour accéder à des données ou à une information sur un jeu vidéo, ça compte d'avoir cette latence qui est extrêmement faible. Chaque évidemment. milliseconde. Et oui, là, complètement. On est vraiment sur un secteur d'activité avec le jeu vidéo où le temps est important, mais sur d'autres activités aussi, comme le montage vidéo après cette émission. C'est important de pouvoir disposer d'appareils qui sont très rapides, avec des temps de latence faibles, mais aussi des vitesses de transfert. On passe de 260 gigaoctets par seconde sur du disque dur à plus de 3000 avec un SSD. Donc on se doute bien qu'avec autant de faible latence, un très haut débit, on a déjà de beaux appareils qui permettent de traverser, évidemment, et de progresser sur l'efficacité de nos systèmes d'information. Et deux derniers avantages non négligeables, c'est que pas de pièces mobiles égale pas de bruit, qui sont silencieux, ces disques, et surtout, ils consomment 4 à 5 fois moins d'énergie en veille ou en activité par rapport à nos disques durs normaux, ce qui, à la fois pour la planète, l'écologie, en consommation d'énergie, mais aussi pour l'autonomie de nos appareils, nos tablettes et nos ordinateurs portables, n'est pas négligeable du tout. C'est bon pour la planète et c'est bon pour les ordis. Tu viens de nous donner des avantages comparatifs absolument formidables, mais je te connais, tu es quand même un cœur éthique. Il doit y avoir des inconvénients quelque part. Forcément, on a toujours des vulnérabilités, des opportunités à chaque technologie, et les SSD n'y échappent pas. Alors, le premier qui fâche, on discutait un peu avant cette émission, c'est le prix. On est sur des machines qui ont en rapport 1 pour 3 au gigaoctet, par exemple, sur des disques durs. Donc en gros, 1 gigaoctet sur un SSD coûte 2 à 3 fois plus cher par rapport à un disque dur normal. Donc on a encore, même si ça a beaucoup progressé, des prix qui sont quand même très élevés par rapport aux disques durs classiques. Ensuite, les cellules qui vont stocker en fait les informations, elles ont une durée de vie illimitée. Autant un disque dur, on pouvait pratiquement à l'infini changer les états magnétiques en fait des plateaux des disques durs. Là, on a des petits soucis. On a une durée de vie surtout en écriture. On peut lire autant de fois pratiquement qu'on veut, mais en écriture, c'est un peu compliqué, c'est pas infini, donc il y a plusieurs parades qui permettent de pallier à ça, des parades déjà matérielles. Donc on va rajouter des cellules, donc le disque dur, le SSD va avoir une capacité plus importante. Mais ça veut dire qu'il y a des gigaoctets en plus, donc il y a des euros en plus. Exactement, tout à fait, c'est ce qui fait le surcoût. Voilà. C'est ce qui fait le surcoût d'ailleurs. Et donc c'est un peu des roues de secours, c'est des petits bouts de mémoire supplémentaires qu'il va y avoir et que le SSD va automatiquement utiliser quand ces cellules seront défectueuses. On a une parade logicielle. Tous les systèmes d'exploitation aujourd'hui ont des parades logicielles pour pouvoir éviter évidemment sur les cycles de lecture et d'écriture ne pas trop solliciter, en tout cas différemment, ces cellules pour éviter qu'elles ne s'usent prématurément. Et enfin, sur les autres inconvénients, c'est des disques qui n'aiment pas beaucoup qu'on leur coupe le courant. En général, personne n'aime ça. Bizarrement. Mais ces SSD, encore moins. Ils sont assez vulnérables, malheureusement, à ces phénomènes de corruption de données, de vulnérabilité sur les écritures. Donc là encore, il y a des parades qui ont été développées. Ces disques durs ont bien évolué, on les retrouve de plus en plus dans les serveurs, dans nos ordinateurs portables et même dans l'espace.
Et donc, on ne peut leur souhaiter, comme pour les disques durs, qu'une longue vie et des améliorations qui nous permettront de traverser un peu les défis qui nous attendent. Bon, on se retrouve pour une prochaine, dans les prochains 70 ans pour savoir si les CD auront eu une si longue carrière que les disques durs. On verra bien, peut-être qu'on sera en hologramme d'ici là, on ne sait pas. Merci donc Gaëlle pour ce rappel évidemment de compétences TAC. Je vous rappelle que si vous êtes d'ailleurs en train de réviser pour votre brevet de compétences numériques PIX, c'est le moment ou jamais de se faire une playlist des chroniques de Gaëlle Musquet dans l'école du futur. On va reprendre notre discussion avec Valérie, avec Chloé, avec Gaëlle bien sûr, parce qu'on va comprendre pourquoi les compétences demandées dans le jeu vidéo, eh bien, elles sont clés pour d'autres secteurs et pour d'autres industries tech. C'est le talk, deuxième partie tout de suite. Et vous le savez, aujourd'hui, on parle jeux vidéo avec Valérie Dmitrovic et avec Chloé Razafitrimo, respectivement DG et cofondatrice de Quest Éducation et étudiante au Gaming Campus en deuxième année Bachelor Management et Business. On en parlait tout à l'heure déjà un petit peu, messieurs, dames, sur ce plateau. Le jeu vidéo va nous permettre de développer aussi des capacités en tant qu'être humain sur nos savoirs, sur nos savoir-faire, sur nos savoir-être, surtout des compétences émotionnelles et des compétences aussi comportementales qui sont extrêmement prisées aujourd'hui par les recruteurs et les recruteuses. Une récente étude de YouTube qu'on avait commentée ici révèle que 59% des recruteurs sont plus enclins à embaucher des candidats gamers parce que justement, ils leur attribuent des capacités de communication, de gestion du temps, de résolution des problèmes ou d'agilité bien supérieures à la moyenne. Ça ne vous étonne pas, Valérie? Non, pas du tout, non. Non, puisque j'ai vu des équipes e-sport, les équipes qu'on avait chez nous au tout début de la création de Quest, de Gaming Campus à Lyon en 2018. Donc, c'est une concentration incroyable, ce sont des réflexes, c'est du travail d'équipe, c'est du courage, de la pugnacité. Ils ont des qualités, ils et elles ont des qualités remarquables. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Dans votre pratique de gameuse, Chloé, ce sont aussi des compétences que vous arrivez à mettre en jeu, sans mauvais jeu de mots, quand il s'agit justement de pouvoir porter une étude de cap, business ou management dans le cadre de vos études et futurement de vos stages et de votre premier boulot dans l'industrie du jeu. C'est dur à dire, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais oui, bien évidemment. En plus, des fois, il y a même des jeux qui sont faits et qui sont là pour le travail en groupe et la motricité, tout ça. Donc, en fait, on ne se rend même pas compte. Mais oui, on utilise ça tous les jours. Et autant pour notre vie perso professionnelle que quand on joue, c'est un petit plus quand même. Et alors, c'est marrant parce que agilité, résolution de problèmes, gestion du temps, ça me fait penser à quelqu'un autour de cette table, à Gaëlle Musquet, qui l'utilise tous les jours dans ses activités d'hacker éthique, n'est-ce pas? Oui, alors même si je ne suis pas un gamer, moi je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, j'ai eu une Game Boy. J'ai joué. Et tu crois que ça t'exauce pour l'ensemble de ta carrière? Non. Mais effectivement, en revanche, j'utilise énormément d'appareils et d'outils qui sont issus du jeu vidéo, notamment des manettes. Alors, soit pour mes véhicules autonomes, soit pour piloter mes télescopes. Et on a évidemment cette porosité de culture, en fait, cet apport en fait du jeu vidéo qui nous évite de réinventer la roue. Et donc, même si je ne joue pas, je bénéficie indirectement au quotidien en fait, de tous ces apports, de ces femmes et ces hommes qui ont créé des petits drivers pour permettre d'interfacer la manette qui va bien avec le système d'exploitation, la bibliothèque Python qui va bien, qui permet, en fonction des différents axes, et des différents boutons poussoirs qu'on va avoir sur ces différents moyens d'interagir avec un objet. C'est hyper important, on parlait juste à la pause tout à l'heure du son, c'est aussi important sur mes métiers liés à l'alerte, de savoir aussi comment on va pouvoir maintenir l'attention ou attirer l'attention d'une personne, quelle que soit sa situation en matière de handicap, que les mouvements vibratoires aussi qu'on peut avoir dans différents appareils, des bracelets, des montres, mais puissent aussi servir à alerter. Tout ça est issu un peu de l'univers du jeu et c'est souvent indirectement ce que me demandent mes élus sur de la synthèse vocale, sur de la traduction, sur l'interaction, sur du sous-titrage. On le voit régulièrement sur les chats qui défilent pendant ces jeux. Au moment des exercices de crise, ces réflexes, cette culture du jeu, elle est hyper importante pour monter en compétence et avoir les bons réflexes au moment où l'aléa survient.
Bon, leçon numéro 1, tu es bavard pendant le Zaptec d'Edouard Deneau, ça va lui faire très plaisir. Leçon numéro 2, en effet, tu as besoin à la fois des outils et des compétences développées par le secteur du jeu pour pouvoir craquer des situations de crise, qu'elles soient cyber ou qu'elles soient civiles, si je t'entends bien. C'est intéressant ça, Valérie, parce que Quest Education, c'est certes Gaming Campus, mais pas que. Vous avez aussi au sein du groupe une marque qu'on connaît bien ici aussi dans l'école du futur, qui est Guardia Cyber School, qui est cette école de cybersécurité dont Mathis Hamel, un de nos hackers préférés, avec Gaël Jour, et Clément Sachs aussi. Ça fait partie de nos hackers préférés dans l'école du futur, encore une fois. C'est logique, finalement, dans le même groupe de grandes écoles de la tech, d'avoir du jeu vidéo et de la cyber, qui peut fonctionner en même temps et se retrouver. Alors, c'est logique parce que l'ADN de Quest, c'est justement des métiers très techno, en pénurie, en tension, innovants et d'excellence. Donc, les deux écoles couvrent absolument tout ce que je viens de dire. Ce qui est hyper intéressant, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que finalement, les compétences jeux vidéo aujourd'hui sont transférables dans plein d'autres secteurs. Industrie 4.0, simulation, on travaille sur des projets avec la simulation autoroutière, l'armée. On travaille sur de l'IA, de la data. On travaille sur le métaverse, les systèmes immersifs. Et puis, nos étudiants, finalement, peuvent intégrer n'importe quel secteur tout en ayant fait Gaming Campus. Et ça, c'est génial, parce que c'est une industrie qui est à l'avant-garde et qui utilise des choses transférables dans plein d'autres domaines. Oui, finalement, si je vous entends bien, c'est un GPS de compétences qui vous permet ensuite, Chloé, lorsque vous êtes étudiante, par exemple au sein de Gaming Campus, de pouvoir mettre à disposition d'autres secteurs et d'autres industries tous les savoirs que vous aurez acquis pendant cette partie-là d'études. Si jamais, je ne dis pas que ce sera le cas, mais si jamais vous ne faisiez pas partie des 23 000 talents que le secteur attend pour les prochaines années, vous pourriez aller travailler pour le secteur cyber ou pour l'industrie, par exemple? Ah, complètement. Je le dis souvent quand on fait des journées portes ouvertes pour les nouveaux étudiants, mais nos bachelors et nos masters ne sont pas cantonnés seulement pour le jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai des compétences qui pourraient me permettre de travailler dans l'informatique, dans les pubs, dans quoi que ce soit, même je pourrais même que ce soit autant de la communication, du marketing ou même du commerce. J'ai une certaine compétence qui a été acquise grâce au Gaming Campus qui me fait travailler dans la majorité des styles de travail, enfin la majorité des secteurs, ouais, voilà. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et là aussi, Gaëlle, toi, tu peux réussir à détecter très tôt aussi cette appétence pour des enfants qui vont avoir envie de te suivre en cyber ou en astronomie, mais qui peuvent exploiter ces compétences-là dans le jeu vidéo inversement. Ah, complètement. La première chose qu'ils remarquent quand ils arrivent dans l'observatoire en général ou dans ma voiture autonome, c'est la manette de PlayStation ou de Xbox. C'est des enfants à l'effet waouh, parce que c'est des choses qui, malgré la complexité du métier que je peux avoir, rend cet univers du jeu, ces appareils qu'ils peuvent retrouver chez eux, qu'ils connaissent, qu'ils arrivent à identifier, qui est aussi attaché chez eux à quelque chose d'agréable, qui crée une émotion positive chez eux, leur permet de connecter un peu aussi à notre univers professionnel et se rendre compte qu'on est content, qu'on est heureux au travail, qu'on arrive à prendre du matériel du quotidien à transférer, effectivement. Alors moi, j'ai des petits piou-piou, j'en ai quelques milliers cet été, qui vont des centres aérés jusqu'aux universités d'été, Communauté des Villes Ariane à Vernon cet été. Mais c'est vrai que les stagiaires de 3e, c'est vraiment l'échelon intéressant parce que dans 5 ans, c'est des enfants qui vont devoir choisir, bien évidemment, de se spécialiser, de se professionnaliser, de poursuivre des études plus longues. Et c'est important, effectivement, quand je les ai en 3e, j'en ai eu 30 en 1 an et demi. Même ici, sur ce plateau, c'est intéressant de voir et de pouvoir leur faire découvrir ces univers-là, montrer que ça existe, qu'ils aient accès à cette culture, et en même temps, qu'ils puissent être beaucoup moins anxieux au moment où ils doivent choisir ou se polariser sur une filière d'orientation et découvrir ces moyens et ces écoles qui peuvent les accompagner. Ouais, quel que soit le secteur tech, finalement, Valérie et Chloé, le plus tôt la vocation peut être suscitée et venir, le mieux c'est. Exactement, dès la 3e. Ça, c'est super important. Donc, c'est pour ça que les associations de jeux vidéo, la cyber, va dans les collèges pour parler des métiers. Nos étudiantes vont aussi à la rencontre
des collégiens. Et nous, on prend énormément de stagiaires, 70 cette année, entre Paris et Lyon. Des étudiantes qui, évidemment, font office de rôle modèle aussi pour susciter ces fameuses vocations. Chloé, si je vous dis que vous êtes une rôle modèle pour des futures, notamment collégiennes de 3e, qui auraient envie de vous suivre aussi dans ces aventures et dans le métier du jeu vidéo, vous me dites quoi? Vous endossez le rôle? Complètement, sans aucun souci, avec plaisir même. Franchement, non, c'est vrai. Nous, ça nous fait plaisir de montrer à des jeunes filles ou même des jeunes en général, en fait, que on peut travailler dans ce genre de secteur, que oui, c'est possible, que c'est pas si dur et que c'est fun, carrément. En fait, j'ai plaisir, moi, à venir à l'école le matin et c'était compliqué pour moi, mais c'est vrai que c'est... Non, mais oui, avec plaisir, bien évidemment. Gaël? Là, je peux que rebondir sur ce mot, c'est important. En fait, on le disait sur une précédente émission, on est tous un peu l'inspiration d'une génération qui nous suit derrière. Donc, c'était important aussi qu'ils puissent nous voir et puis qu'on puisse aussi, à nos différents âges, montrer qu'entre les générations, on arrive aussi à travailler, à collaborer, qu'on apprend d'une génération à l'autre et que ça ne va pas que dans un sens. Nous qui transmettons aux plus jeunes, mais c'est aussi ces jeunes qui nous montrent un peu leur aspiration. C'est aussi important de dépolariser aussi le débat sur le jeu vidéo, qui est souvent vu comme quelque chose qui exclut socialement, quelque chose qui entraîne ou qui provoque des actes violents. Donc c'est important de montrer que c'est un secteur sérieux, qui a évidemment des débouchés économiques, des débouchés sociaux, et qu'on puisse accompagner aussi ces jeunes dont les parents ne sont pas forcément sensibles à cette culture-là. Et c'est important en fait que ce genre d'école, que ce genre de témoignage, que ces profils-là soient incarnés et qu'on montre des personnes qui sont bien dans leur peau et qui ont une joie d'aller à l'école et d'occuper ces métiers par la suite. Les parents gamers d'hier ne sont pas forcément ceux ou celles qui vont le plus pousser leur fille vers une carrière dans le jeu vidéo. Vos parents étaient gamers ou pas du tout, Chloé? Alors mes parents, c'est un peu une exception. Les miens, ils sont pas gamers, mais ils sont très geeks. Mon père est informaticien, ma mère adore les mangas. Donc... Et puis, ils savaient que derrière, c'est l'école de Gaming Campus, il y avait une chance pour moi de vraiment accéder à un secteur qui est en plein mouvement, qui est innovant, très innovant. Donc ils ont vu cette chance et ils m'ont dit, fonce. Voilà des parents qu'on aimerait avoir tous les jours dans l'école du futur. Justement, ça aussi, c'est des publics que vous ne négligez pas, Valérie, avec Ouest Éducation. Encore une fois, on sait que très souvent, les mésorientations ou les mauvais choix en matière d'orientation sont parfois, avec beaucoup de bienveillance au départ, poussés aussi par les parents. C'est aussi ces publics-là auxquels il faut dire « laissez vos filles venir chez nous ». Oui, on les rencontre en porte ouverte, on les rassure. Ils nous appellent aussi. Quand on a créé l'école, on a eu énormément de parents qui nous ont appelés. On a aussi des questions-réponses sur le site pour les rassurer, bien leur expliquer. Donc, il ne faut pas les négliger, effectivement. Je peux revenir sur le lien entre notre école Allez-y, on a 2 minutes. On a 2 minutes pour terminer l'émission. Le jeu vidéo un consortium d'associations et de syndicats du jeu vidéo vient de produire un diagnostic jeu vidéo. Il vient de noter qu'il y avait une compétence manquante, émergente en cyber pour le jeu vidéo. D'où le lien entre notre école de cyber et notre école Gaming Campus. Et tout le monde va travailler ensemble. Il y a des projets interdisciplinaires entre les écoles. C'est ce que je vais vous demander. Il y a donc des spin-offs qui sont possibles entre les étudiants en cyber et les étudiants et étudiantes en jeux vidéo, quel que soit le talent jeu vidéo qui est mis en... Vous êtes déjà amené à travailler avec certains de vos collègues? Alors, j'ai déjà travaillé avec des GTech pour des projets de création de jeux vidéo, oui, c'est aucun souci. On ne pourra plus craquer des jeux. Je suis sorte. C'est raté. Tu disais que tu n'étais pas gamer, dis donc. Tu veux quand même aller hacker des jeux vidéo après ça? C'est la première question souvent qu'on me pose ces Est-ce qu'on peut les hacker? Est-ce qu'on peut craquer des jeux? Bien sûr. Mais du coup, c'est bien de leur montrer qu'il y a un univers aussi de protection, de respect de la propriété privée, de la propriété intellectuelle. Et c'est important aussi de montrer que ce travail doit être aussi valorisé, au-delà de la parenthèse et de la blague. On me demande souvent ce que j'emporterai sur une île déserte. Je réponds toujours Gaël Musquet. C'est la seule chose qui peut vous permettre de vous débrouiller, quelle que soit la situation d'urgence ou la situation à craquer ou à hacker. Merci infiniment Chloé, merci infiniment Valérie d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur pour venir si bien nous parler des talents féminins dans le jeu vidéo, quel que soit le métier et le débouché. On vous retrouve donc du coup chez Quest Éducation et chez Gaming Campus, après le campus de Lyon. C'est donc celui de Paris La Défense qui vient de s'ouvrir. Gaël, je dis merci comme toujours et on te retrouve dès demain avec nous pour de nouvelles aventures dans l'École du Futur.